Alors, comment cet Africain est passé de réfugié à président de la Banque africaine de développement, un groupe bancaire qui gère aujourd'hui plus de 240 milliards de dollars, et il est également président d'une banque panafricaine qui gère un capital de 2,5 milliards de dollars. Alors, le docteur Kaberuka a une histoire tout simplement extraordinaire. Il est né à l'époque coloniale le 5 octobre 1951 à Byumba, dans une région qui fait partie aujourd'hui du Rwanda, Burundi. En 1959, le Rwanda est dirigé par une monarchie. Mwami Kigeli Darinduwa. Mwami signifie tout simplement le roi en Kinyarwanda. Alors le Rwanda est alors sous le contrôle belge en tant qu'un territoire sous mandat de la Société des Nations qui va devenir quelques années plus tard l'ONU. Les colons belges soutiennent largement l'élite Tutsi qui est perçue comme proche du roi, ce qui va accentuer profondément les divisions sociales. Ce qui va donc contribuer à exploser une tension plus tard en 1959. C'est alors là que le Rwanda connaît sa première révolution qui va marquer le début d'une période de violence et d'instabilité qui va transformer profondément la structure politique et sociale dans le pays. Alors, je ne vais pas m'étendre ici sur les détails de la révolution car ça sera dépasser largement mon propos. On va se concentrer dans le cadre de notre vidéo à l'histoire du docteur Donald Kaberuka. Alors, à l'âge de 8 ans, Donald Kaberuka est contraint de fuir son pays pour l'Ouganda, laissant derrière lui tout ce qu'il connaissait jusqu'ici. Sa famille est donc déplacée comme ça, de camp en camp, parce que voilà, il y a des restrictions extrêmement sévères qui sont imposées aux réfugiés qui viennent à ce moment-là en Ouganda. Ils finissent donc par être réinstallés à Tanganyika, qui est l'actuelle Tanzanie. Ces années de déplacement et d'incertitude vont profondément marquer sa vie. Ils vont façonner comme ça sa vision du monde. Et malgré toutes ces épreuves, tout ce qu'il a traversé depuis ses 8 ans, il poursuit tout de même sa scolarité et finit par rejoindre après son baccalauréat l'université à Dar es Salaam dans la capitale de Tanzanie en 1973 où il va étudier l'économie et le développement. Par la suite, il va en Angleterre où il va faire un master en développement global à l'université d'East Anglia, une école qui fait partie aujourd'hui des 30 plus grandes universités en UK, au Royaume-Uni, et des 200 plus grandes universités dans le monde. Là-bas, il va obtenir comme ça encore un doctorat en économie à l'université également de Glasgow. Ça, cette fois-ci, c'est en Écosse. Et après son doctorat, il décide de s'installer à Londres. Là, il va commencer sa carrière professionnelle, tout d'abord en tant qu'analyste de matières premières, puis en tant que banquier d'affaires, travaillant notamment pour des banques célèbres comme la Barclays Investment Bank. Cependant, malgré tout le succès qu'il a dans les différents postes de responsabilité qu'il occupe dans les entreprises où il a un désir profond de revenir en Afrique. Et en 1987, il s'installe finalement en Côte d'Ivoire. Il rejoint la Côte d'Ivoire où il va travailler pour l'Organisation interafricaine de café. Il s'agit d'une organisation à l'heure actuelle qui est intergouvernementale, qui regroupe plusieurs pays en Afrique qui sont producteurs de café. Et là-bas, il travaille en tant qu'économiste en chef. Et lorsque le génocide éclate au Rwanda en 1994, un génocide qui va emporter plus d'1 million de vies en 100 jours seulement. Son cœur est profondément brisé. C'est donc ainsi qu'après 35 ans d'exil, l'appel de retour à la patrie se fait de plus en plus fort et irrésistible. Il décide donc, en 1987, 10 ans après son retour en Afrique, de rentrer cette fois-ci au Rwanda et il sera nommé là-bas ministre des Finances et de la Planification économique dans un premier temps. Alors, à son arrivée au gouvernement, il trouve un pays exsangue avec des caisses vides, le PIB en chute de 50%, l'inflation galopante est à 64%. Il met en place un plan décennal très ambitieux, extrêmement ambitieux, qui va permettre de quadrupler le PIB du pays et de faire tomber l'inflation à 6,5%. Il va donc comme ça transformer l'économie du Rwanda et elle devient donc une économie plus dynamique, parmi les plus dynamiques sur le continent, sous la direction de son ministère. Le Rwanda performe tout simplement économiquement. Le Rwanda se met comme ça sur une voie de stabilité économique et en 2005, il est élu président de la Banque africaine de développement avec une majorité de 78%, un score jamais encore vu dans l'histoire
de la Banque africaine de développement depuis sa création. Alors, durant son mandat, il se consacre à la reconstruction des infrastructures et au soutien des pays touchés par les conflits en Afrique. À la fin de son mandat en 2015 à la Banque africaine de développement, il aura contribué comme ça à tripler le capital de la banque qui passe comme ça de 30 milliards à son arrivée en 2005 à 100 milliards de dollars en 2015. Et il a doublé le portefeuille de près de 12 milliards de dollars, marquant ainsi la plus grande croissance de l'histoire de la banque. En 2017, il s'associe avec un ancien premier ministre béninois, Lionel Zinsou, pour créer ce qu'on appelle la Southbridge Group, une banque d'investissement dédiée au conseil de gouvernement africain et à la promotion comme ça des investissements sur le continent. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, la Southbridge gère plus de 2,5 milliards de dollars d'actifs et accompagne plus de 80 000 petites et moyennes entreprises à travers tout le continent. Alors, l'influence de ce groupe s'étend dans les pays comme Djibouti, le Togo, le Bénin, avec son siège social à Kigali, au Rwanda. Donald est à l'heure actuelle membre également du conseil d'administration de la fondation Mo Ibrahim, l'un des hommes les plus riches sur le continent. Il est également président du conseil d'administration de Centum Investment Company, une société d'investissement public en Afrique de l'Est qui fonctionne comme une filiale de la Société de développement industriel et commercial du gouvernement kényan. Il est également président du conseil d'administration de Center for Global Development, un groupe de réflexion à but non lucratif basé à Washington DC et à Londres. Ce groupe-là se concentre sur le développement à l'international. Alors le docteur Kaberuka a concentré ses efforts sur le développement des infrastructures et de la croissance du secteur privé en Afrique. Il a également mis en place des fonds spécialisés comme le Centre africain des ressources naturelles et un fonds destiné comme ça aux pays touchés par les conflits. Et en plus des réalisations qu'il a eu à faire au sein de la Banque africaine de développement, il est un fervent dépenseur de la réforme architecturale financière mondiale. Il a appelé comme ça à la mobilisation des économies internes des pays africains et au renforcement des institutions africaines pour mieux résister aux crises économiques, comme le témoigne cet article de Afri Capital. Alors, moi particulièrement, en découvrant ce personnage, il m'a extrêmement marqué. Quelqu'un qui est parti de réfugié aux plus grandes positions de décision dans le monde, a influencé comme ça de manière positive son pays, l'économie de son pays, la croissance de son pays, la croissance africaine même de manière générale. C'est absolument extraordinaire. Il me fallait absolument couvrir sa success story parce que je suis pleinement convaincu que les Africains, la jeune génération, doit s'inspirer de ce genre de personnage pour tout simplement changer le narratif en Afrique afin que l'Afrique se place, occupe une position centrale comme ça dans le monde de demain. Alors, laissez-moi ce que vous pensez de sa success story en commentaire de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça me fera très plaisir de voir de likes, plein de likes sur cette vidéo. Partagez également la vidéo autour de vous, ça permettra comme ça d'inspirer, qui sait, des gens autour de vous et tout simplement de leur donner de croire que ce n'est pas parce qu'ils sont parce qu'ils vivent ci ou ça, que ce n'est pas possible. Tout est possible, il faut juste se donner les moyens, il faut y croire profondément, il faut travailler. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.